Bonjour, je suis Delphine Simonet, fondatrice du réseau DSR. Bonjour, je suis Yann Jarot. Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens. Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes. Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Harold Parizeau, président fondateur du Chinese Business Club. Bonjour Harold. Bonjour Delphine, bonjour Yann. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire où tu es né, où tu as grandi ? Oula, on revient très longtemps en arrière, effectivement. Je suis né à Neuilly-sur-Seine, il y a quelques années déjà. Et je suis président du Chinese Business Club. C'est un club que j'ai créé il y a 10 ans, mais j'imagine qu'on va y revenir. Absolument, tout à fait. On voulait parler aussi de tes études. Oui, enfin déjà, tu as grandi à Neuilly, tu as toute ta vie, tu t'es Neuilly-ois, c'est comme ça qu'on dit ? Neuilly. Neuilly. Alors, je suis né à Neuilly, mais je n'habite pas Neuilly. Tu n'y habites plus. Je n'habite mais, plus à Neuilly. Tu gardes des liens avec cette ville ou avec des oui, camarades sûr, de classe. J'étais à l'école à Neuilly, etc. Et j'ai gardé quelques copains d'enfance. Mais bon, avec les années, le nombre diminue. Mais bon, après, il y a les nouveaux amis, etc. On en retrouve des années plus tard. C'est sympa. C'est chouette. Et du coup, après Neuilly, t'as enchaîné sur l'ESSEC. Ouais, quelques années plus tard, donc j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC, à Cergy-Pontoise. Et puis ensuite, j'étais salarié pendant de nombreuses années. Et ensuite, en 2010, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc ça fait 10 ans. C'était sympa l'ESSEC ? T'étais sur le campus ou Ouais, j'étais à Cergy, ouais. Les fêtes sont plutôt sympas et le plus difficile, c'est de rentrer. Une fois qu'on est dedans, après, c'est cool, hein. Et du coup, vous étiez en dortoir, il y a des chambres individuelles ou t'étais avec un pote Non, il y a une résidence étudiante, mais moi je faisais des allers-retours en voiture depuis Paris. T'étais externe en fait, c'est ça ? C'est pas une pension, hein, c'est une école de commerce, donc il y a pas de dortoir et avec c'est plus vraiment des étudiants, hein, c'est des adultes quand même, mais oui, il y a ceux qui dorment sur place. Et puis, en général, c'est plutôt des gens de province qui s'installent dans la résidence étudiante. Et puis, il y a beaucoup de Parisiens qui font l'aller-retour, soit en voiture, soit par les transports en commun. Mais c'est à côté de Paris, hein. Quelles sont les matières qui t'intéressaient à ce moment-là ? Moi, ce que j'aimais bien, c'était les cas concrets d'entreprise, parce que c'était du concret. Voilà. Tout ce qui était maths et tout, c'était pas trop mon truc. En fait, quand on s'est rencontrés, tu étais courtier en assurance. Oui. Et tu as entre-temps créé et tu es à la tête d'un club d'affaires, pardon. Mm-hmm. Comment es-tu passé donc de ce stade de courtier salarié à la création d'un business club? Alors effectivement, avant 2010, j'étais courtier je m'occupais du développement de la clientèle privée d'un courtier qui s'appelle Patrim One, qui est un courtier qui est spécialisé dans la clientèle privée, enfin plutôt haut de gamme. Et donc j'étais en contact avec pas mal d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de dirigeants, etc. Et un jour, j'ai voulu me mettre à mon compte, donc j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur, avec qui j'ai gardé des très bons contacts, que j'ai encore revus là récemment à l'université du MEDEF, à la REF comme on dit. Et donc je me suis mis à mon compte. Alors c'est vrai que le début c'est toujours très difficile de passer de salarié à entrepreneur. C'est un peu le saut dans le vide. Le gros avantage qu'on a d'être en France, c'est que on reçoit des indemnités des ACDIC pendant 23 ou 24 mois. Donc ça permet de se lancer sans frein financier. Au début, j'ai fait un peu d'immobilier. J'ai fait quelques transactions, mais c'est un métier qui est difficile. Et puis, dans l'immobilier, il n'y a pas de récurrence et donc pas de pérennité. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'immobilier, ce ne sont a priori que des one-shots.
Vous faites une vente, c'est génial en termes de trésor, mais sauf qu'après, il peut très bien ne rien se passer pendant 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois ou 24 mois. Et donc, psychologiquement, faut tenir quand même, et financièrement aussi. En 2012, j'étais en contact avec quelques investisseurs étrangers, notamment des Chinois. Et systématiquement, les Chinois veulent rencontrer des politiques français, des chefs d'entreprise français, des marques françaises à vendre. Et c'est comme ça. C'est vraiment les Chinois qui m'ont donné l'idée de créer le Chinese Business Club. Donc, je me suis dit que j'allais créer un petit club d'affaires, de business franco-chinois. Et donc, j'ai fait le lancement en septembre 2012. Quand j'ai parlé de ce projet-là à mes proches, famille et copains, tous ont été quasiment unanimes. Harold, oublie, t'as aucune chance, tu parles pas chinois. Vas-y, fonce. Ouais, non, là, c'était pas ça. Là. Malheureusement, c'était pas ça. C'est en gros, oublie, t'as aucune chance, tu parles pas chinois, tu n'as jamais vécu en Chine et tu ne connais... et tu parles pas chinois et tu connais pas un seul chinois. Et il n'avait pas tort. Mais je pensais que l'idée était quand même bonne, donc j'ai persisté. Et ça a mis du temps. Le début était difficile. Hein, voilà. Ça a mis 3 ans à apprendre, à décoller, doucement mais sûrement. Et puis en 2015, il y a eu un avant-après. En 2015, juin 2015, j'ai reçu le ministre de l'économie, qui s'appelle toujours Emmanuel Macron. Et là, clairement, il y a eu un avant-après. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu beaucoup de télé et de médias, surtout des chaînes d'infos, LCI, CNews, BFM TV, etc. Ils sont tous venus en disant « Mais c'est quoi ce club inconnu au bataillon où le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, intervient ?» Et là, j'avoue que c'était un gros coup de pub. C'était en 2015. Et depuis 2015, objectivement, voilà, le club cartonne. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, il y a plus de 100 marques, 100 sociétés, 100 groupes qui sont membres du club. Tous les secteurs d'activité sont représentés. Il y a des laboratoires pharmaceutiques, agroalimentaires, industrie lourde, luxe évidemment, tourisme, services, hôtellerie, éducation, tout ça se mélange très très bien. Et on organise une douzaine d'événements par an à Paris sous forme de cocktails ou de grands déjeuners d'affaires et systématiquement avec des invités d'honneur qui sont très médiatisés. Alors tu parlais d'Emmanuel Macron, mais alors comment est-ce que tu as réussi à l'avoir et à le recevoir dans ton club ? En fait, nous avons quelques amis en commun, donc je suis passé par ces amis en commun et il a accepté, à ma grande surprise et à ma grande joie. Après, je ne savais pas que derrière, il avait des projets politiques, donc peut-être que... le Chinese Business Club, voilà, c'est une plateforme de lobbying, de business matching. Les gens sont là... Les 2 mots-clés du club, c'est business et carnet d'adresse. Donc c'est vrai que c'était pour lui une opportunité de plus. Hein. Évidemment qu'il n'y avait pas besoin de mon club, mais c'était une opportunité de plus pour prêcher la bonne parole auprès d'entrepreneurs, de dirigeants et de chefs d'entreprise. Donc effectivement, il y a eu le président Macron, il y a eu Sarkozy, il y a eu Albert de Monaco et beaucoup de grands capitaines d'industrie, PDG de Total, PDG de L'Oréal, PDG de Accor, PDG du Club Med, PDG de Pernod Ricard, PDG de PSA, etc. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir des grands speakers et c'est évidemment pas avec les invités d'honneur qui, a priori, vous ferez du business, mais par expérience, plus les speakers sont premium, plus ça fait venir les décideurs, les patrons, les dirigeants, les chefs d'entreprise, etc. Voilà. On va revenir sur les speakers et les invités et comment s'organisent littéralement les déjeuners, tes événements. Ouais. Avant ça, tu l'as dit, hormis les quelques contacts dans l'immobilier des Chinois, j'avais pas de contact. Oui. Non, j'ai vraiment démarré de zéro. En septembre 2012, quand j'ai fait le lancement, j'ai envoyé les invitations. Il y a 50 personnes qui ont répondu à l'appel. Sur les 50, il y avait 46 Français et 4 Chinois. Du coup, ma question, c'est pourquoi, du coup, faire que le Chinese Business Club, pourquoi pas l'Asian Business Club ? Parce que
j'ai rapidement décelé le potentiel phénoménal avec les Chinois, il y a 10 ans. Enfin, il y a bientôt 10 ans, parce que c'était en 2012, donc ça va bientôt faire 10 ans. Mais les Chinois, j'ai rapidement appris à les connaître. Ils ont faim, ils ont envie de bosser, ils ont envie de gagner de l'argent, et ils sont ultra pragmatiques. Non, mais c'est objectif, ce que je dis. Je fais pas spécialement de la pub, c'est vraiment objectif. Nous sommes très différents. Et donc, si vraiment il y a un pays au monde où il y a plein de business à faire, c'est clairement en Chine. Et en plus de ça, ils sont 1,4 milliard. Ils sont 1,4 milliard. Nous, on est 20 fois moins, 70 millions. On se rend pas bien compte. Ah non, on se rend pas bien compte. Non, ça, je confirme ça. On se rend pas bien compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne pas travailler avec la Chine, ne pas cibler le marché chinois, ne pas vouloir travailler avec les Chinois, très sincèrement, c'est se tirer une balle dans le pied. On peut parler du tourisme si vous le souhaitez. En 2019, donc avant la crise sanitaire, il y avait 100 millions de touristes chinois dans le monde, dont 4 millions en France. Okay ? Aujourd'hui, les Chinois, ils peuvent pas voyager. C'est pas énorme. C'est peu, on est d'accord, mais ça va évoluer. Aujourd'hui, les Chinois peuvent pas voyager. Tant qu'il y aura cette crise sanitaire, ça va être compliqué pour eux de venir et pour nous d'y aller. Donc je pense que cette situation, malheureusement, va durer au bas mot jusqu'à 2023. N'empêche que des millions de Chinois rêvent de pouvoir de nouveau voyager, etc. Et moi, la plupart de mes contacts sur place, que ce soit des Chinois ou des Français, peu importe, tous me disent, mais Harold, à partir de 2023, ça sera plus 100 millions de touristes chinois dans le monde, ça sera 200 ou 300 millions. Ce qui signifie que proportionnellement, en France, on n'aura plus 4 millions de touristes chinois, mais 8 ou 12. On va faire x2 ou x3. Et ça se prépare. Comment ? Ou plus, mais pourquoi pas ? C'est exponentiel en plus. Mais ça sera exponentiel à moyen long terme, évidemment. Et tout ça, ça se prépare. C'est-à-dire que si on veut attirer ces consommateurs chinois, si on veut attirer ces touristes chinois, si on veut attirer toute cette manne financière chinoise, etc., ça se prépare, ça tombe pas du ciel. Donc il faut tout mettre en place pour les accueillir avec un tapis rouge. Vous voyez ce que je veux dire ? On a tout intérêt à ce qu'ils viennent dépenser leur argent chez nous en France, plutôt qu'à Londres, plutôt qu'à Madrid, plutôt qu'à Lisbonne, plutôt qu'à Genève, plutôt qu'à Berlin, etc. Moi, je suis chauvin. Je travaille avec les Chinois, mais je suis chauvin. Bah oui. Du coup, comment devient-on membre de ton club ? C'est très simple. Pour vous donner une petite idée sur les tarifs, si vous allez sur le site internet chinesebusinessclub.fr, vous verrez sur le site, il y a pas mal de photos des participants. J'imagine que vous reconnaîtrez, et les auditeurs aussi, plein de têtes que vous connaissez. Des petites vidéos très courtes qui durent 1 minute, mais ça permet de voir un peu comment se passent les déjeuners d'affaires. Vous avez la liste des sociétés membres qui est à jour, vous verrez, elle est très diversifiée. Et parmi cette liste des sociétés membres, les 3/4 le sont en adhésion corporate classique. Le tarif, pour répondre à ta question, Yann, est à 9 500 € hors taxes par an et par société. C'est 12 mois à compter du règlement. Et ensuite, tous les événements sont gratuits pendant 1 an. Il y en a plus d'une douzaine par an. Donc ça représente à peu près les 3/4 des sociétés membres à 9 500 € hors taxes par an et par société. Et ensuite, 1/4 des sociétés membres le sont sous forme de partenariat. Bronze, 25K hors taxes. Argent, 50K hors taxes. Et or, 75K hors taxes. Donc là, on est sur des montants très significatif. Ces grosses différences de prix s'expliquent par le fait que les partenaires ont des mises en relation avec les patrons français et chinois en dehors des événements du club. Les partenaires ont des mises en relation avec les journalistes français et chinois en dehors des événements du club. Et les partenaires, gros avantage, ont systématiquement des places à la table d'honneur à tous les déjeuners et peuvent même choisir en amont des déjeuners leurs voisins. En disant, Harold, moi je suis partenaire, au prochain déjeuner, j'aimerais avoir à ma droite le patron de Huawei, à ma gauche le patron de UnionPay, et puis si en face de moi, il peut y avoir Raffarin, ou Séguéla, ou l'ambassadeur de Chine, ou Douste Blazy, ça m'intéresse. Et moi j'ai tout intérêt à faire en sorte que tous mes partenaires à la table d'honneur soient satisfaits de leur placement à table pour qu'à la fin de l'année, ils fassent partie des 9 sociétés sur 10 qui renouvellent quasiment automatiquement leur adhésion tous les ans. On est à 90% de renouvellement des memberships tous les ans. Donc, c'est dans mon intérêt. Ce taux de renouvellement, c'est un peu, pour moi, le taux de satisfaction. Bien sûr. Et est-ce que tu as des membres de DSR, membres du club ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Il y en a peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a pas assez.
À cette occasion, donc les membres de Désert peuvent te contacter via le site ou LinkedIn. Oui, bien sûr. En indiquant qu'ils viennent de notre part. Et exactement, vous pouvez me contacter. Et bénéficieront de conditions privilégiées. Accueil privilégié, donc effectivement, les auditeurs DSR, donc de la part de Delphine et Yann, peuvent me contacter soit par la rubrique contact du site internet chinesebusinessclub.fr ou sinon en m'envoyant un mail via LinkedIn et ils auront tapis rouge. Merci pour eux. On a abordé déjà donc la question des invités que tu reçois tout à l'heure. Est-ce que les rencontres ont eu des répercussions tant sur le plan économique que politique? Est-ce que tu as eu des retours à ce niveau-là? Alors, oui, j'ai eu des retours. Après, je suis pas au courant de tout. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plein de business qui se font. Moi, je ne touche aucune commission sur tous les deals qui sont réalisés au club ou grâce au club. Le Chinese Business Club, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment deux mots-clés. 1, le business. 2, le carnet d'adresse. Je sais pertinemment que tous les invités repartent avec plein de cartes de visite. Alors évidemment, derrière, il faut faire le tri parce que tout ne vous intéressera pas. Mais dans le lot, évidemment qu'il y a des deals qui se font, plus ou moins significatifs. Il y a eu des très gros deals qui ont été effectués, raison pour laquelle le président de la République actuel a pris la décision de me décorer de l'Ordre national du mérite, décoration qui m'a été remise par Laurent Dassault. Après, je suis pas au courant de tous les deals qui se font. Enfin, il y en a dont je suis au courant, et il y en a d'autres. On me demande de pas en parler parce que il y a certaines sociétés qui sont membres du club et qui font plein de business qui n'ont pas envie que leurs confrères ou concurrents rejoignent le club. Alors après, voilà. Mais oui, évidemment qu'il y a du business qui se fait. Très sincèrement, Delphine, si toutes ces sociétés ne faisaient pas de business, ils resteraient pas. Alors, tu viens d'évoquer, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mais ça tombe bien, ça me permet d'aborder effectivement tes insignes de chevalier qui t'ont été remis par Laurent Dassault. Quelles sont tes relations, quels sont tes liens avec lui, comment vous êtes connus? Est-ce que c'est perso, pro? Ça fait très longtemps. Alors. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai eu le projet de créer ce club en 2012. En 2012, j'ai croisé Laurent Dassault à un cocktail. Je ne le connaissais absolument pas et j'ai été le voir et je lui ai fait part de mon projet et je lui ai dit écoutez, si vous êtes disponible pour mon déjeuner d'inauguration au Pôle de Paris à Bagatelle en septembre 2012, je vous invite gracieusement. Il a accepté mon invitation. Et puis depuis, on est très proches, on s'entend très bien, on se voit tout le temps, et même en dehors des événements du Chinese Business Club. Et donc oui, c'est devenu un ami proche, ouais, bien sûr. Donc les liens sont importants. Oui, tout à fait. Pas que. Bon, sinon il aurait jamais accepté de me décorer. Non, c'est significatif, clairement. Ouais, bien sûr, ouais. Au-delà de l'honneur que ça représente. Ça financièrement, ça rapporte rien. Hein. C'est purement. Non, je parle de l'honneur. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, c'est ce que je dis. C'est que voilà, c'est évidemment que ça fait plaisir. C'est une reconnaissance, mais pour le business, ça change rien. Non, on est d'accord. Mais ça fait plaisir. Franchement, ouais. C'est quand même une belle reconnaissance de tout ce travail acharné que tu as fourni depuis 10 ans. Sinon, tu nous as offert un livre que nous avons lu qui s'appelle Bienvenue en Chine, écrit par Milad Nouri. C'est une autobiographie sous forme de bande dessinée, et ça raconte en fait l'expatriation de Milad en Chine. Au travers de ses études, de ses stages, de son entrepreneuriat et donc de toutes les difficultés culturelles qu'il a pu rencontrer en arrivant sur place et pour monter également son business. Et tu as donc reçu récemment le PDG de Weiwei. Oui. D'abord, comment as-tu eu le contact?
Et ensuite, est-ce que tu as dû, parce qu'on a vu ici dans le livre toute la différence culturelle qu'il pouvait y avoir entre la Chine et la France, est-ce que tu as dû t'adapter à cette culture, ou est-ce que c'est au contraire le PDG de Huawei qui s'est adapté à notre culture occidentale? Alors là, il y a plusieurs questions. Hein. Voilà. Oui. Alors, le livre Bienvenue en Chine, moi, je l'ai découvert tout à fait par hasard à la Fnac. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, évidemment, je vais l'acheter. Je l'ai lu et j'avoue que j'ai été scotché. La BD est hyper sympa. Elle se lit extrêmement facilement et rapidement. Et j'ai adoré l'histoire. Je me suis... elle est... C'est une blague. Private joke. Mais effectivement, elle est très drôle et elle est... Ouais, elle est sympa. La tu BD est sympa, très bon moment, facile à lire. Et puis surtout, moi, je me suis reconnu dans plein de situations de Milad en Chine. Et donc, résultat, j'ai adoré son bouquin et je le connaissais pas du tout et je me suis permis de lui envoyer un petit message de félicitations via LinkedIn. Et il m'a répondu, et ensuite on a échangé par téléphone, et puis depuis on s'est revus, et depuis on a sympathisé, et c'est devenu un très bon copain. Et donc, et c'est vrai que son expérience est absolument incroyable. Donc j'invite les auditeurs DSR à acheter cette petite BD Bienvenue en Chine. On mettra dans les liens un lien vers la BD. Ouais, franchement, elle est vraiment sympa. Et puis pour ceux qui connaissent la Chine, vraiment. Pour les gens qui aiment la BD déjà, c'est les dessins sont sympas. Enfin vraiment, c'est une belle BD. Ouais. Et donc, et je l'ai tellement bien aimé que j'en ai acheté 250 exemplaires pour les offrir aux membres du Chinese et des journalistes et des copains, etc. Le but, c'était d'en faire profiter les gens autour du Chinese Business Club. Ça nous a appris énormément de choses sur la culture chinoise. Franchement, ouais. Énormément de choses. Ouais, très intéressant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement de découvrir ces différences. Enfin, le mieux pour les découvrir, il y a la BD, puis le mieux, c'est d'aller en Chine. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, mais en temps normal, j'invite les auditeurs DSR à aller en Chine, parce que là, c'est un voyage extraordinaire qui vous attend, ne serait-ce que la Grande Muraille près de Pékin, etc. C'est un moment magique. Pour répondre à ta question sur le président de Huawei, le président de Huawei, c'est Shi Weiliang. Il est membre du Chinese Business Club depuis pas mal d'années maintenant. Il vient à quasiment tous les déjeuners. Et donc, cette fois-ci, avant l'été, c'était l'invité d'honneur du Chinese Business Club. Il était ravi d'être l'invité d'honneur. Après, comme beaucoup de Chinois, il est totalement trilingue, français, anglais, mandarin. Et donc, je pense que les Chinois ont beaucoup plus de facilité que nous à s'adapter que l'inverse. Ils sont... C'est étonnant. Ouais. Dit comme ça. Non, ça tombe. Est-ce que tu tends la carte de visite avec les deux mains? Évidemment, bien sûr, systématiquement. Oui, mais ça, c'est un détail. Alors, c'est vrai que ça fait sourire les gens, mais oui, on tend les cartes de visite à deux mains. Et puis, et puis une fois de plus, ce qu'on disait au début de cet entretien, c'est que les Chinois sont très pragmatiques, très business. Un déjeuner d'affaires en France, on parle de la pluie et du beau temps pendant tout le repas, et au moment du dessert, on dit « Ah, au fait, et le contrat, serait pas mal qu'on le signe, etc. » En Chine, c'est pas du tout comme ça. En Chine, quand vous faites un dîner d'affaires, c'est d'abord, on met le contrat sur la table, on se met d'accord, on signe, et ensuite, après, on fait la fête. Et une fois que c'est signé, là... Karaoké. Comme paye. Ouais, mais n'empêche que c'est pas mal, parce que le problème, c'est que côté français, il y a toujours de la retenue. C'est un peu hypocrite, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde ne pense qu'à une seule chose, c'est au contrat, donc on parle de la pluie et du beau temps pendant tout le dîner, et le moment fatidique vient uniquement à la fin du dîner, donc c'est un peu dommage, parce que la fête est gâchée. C'est pour créer des liens, en fait. Ouais, mais bon, après, voilà, il y a énormément de différences culturelles, mais c'est ça c'est justement toutes ces différences qui sont intéressantes à découvrir, et c'est passionnant. Et donc là, spécifiquement, vu que l'invité d'honneur était chinois, oui. Est-ce que les autres sont restés debout en attendant que ils s'assoient? Est-ce que les règles protocolaires des repas que l'invité d'honneur soit chinois ou français, ça change rien. D'accord. Voilà. Réellement, ça fait et en général, quand les invités d'honneur sont chinois et qui parlent en français, les gens ont tendance à être beaucoup plus attentifs parce qu'il y a toujours un petit accent, etc. Donc les Français guettent la petite faute de français.
Et il parle aussi bien français que vous et moi, donc c'est assez bluffant. Voilà. Non, mais réellement, je dis ça parce que je suis admiratif. Moi, je reçois beaucoup de CV d'étudiants français et chinois qui sont à Paris. Et c'est vrai que je suis bluffé de voir que dans les CV d'étudiants chinois que je reçois, ils sont tous trilingues, français, anglais, mandarin. À chaque fois, ils sont diplômés de grandes écoles, ESSEC, HEC, Sciences Po, Polytechnique. Donc, ce sont des très belles écoles. Systématiquement, les stages, c'est BlackRock, Merrill Lynch, Morgan Stanley, BlackRock, qui est un Rothschild. fonds d'investissement, qui est le plus gros fonds d'investissement au monde. Hein, donc, BlackRock, pour Merrill les Lynch, auditeurs qui ne savent pas. Goldman Sachs, Rothschild, etc. Enfin, à chaque fois, c'est des CV, mais qui sont béton. Donc, j'avoue que c'est quand même... D'ailleurs, vous êtes combien dans ton équipe pour organiser tous ces événements? Alors, moi, je suis tout seul depuis le début au Chain Business Club. Après, il y a une personne qui est à son compte, qui travaille avec moi depuis pas mal d'années, mais qui est en freelance à son compte. Mais enfin, moi, dans l'équipe, j'ai pas de... tu t'appuies encore une fois sur ton réseau de manière ponctuelle pour chaque événement ou chaque Ouais, besoin. bien sûr. Moi, les événements sont organisés dans des hôtels. Donc, l'intérêt de travailler avec des hôtels parisiens, c'est que quand j'arrive, c'est du all inclusive, tout est prêt. C'est-à-dire que quand j'arrive, il y a la sécurité, les voituriers, les hôtesses, les tables, les menus, les chaises, les fleurs, les vestiaires. Enfin, faut changer de lieu à chaque fois. Et donc j'ai juste arrivé avec ma liste d'invités. Donc c'est extrêmement simple. Et pour répondre à ta question, oui, on change de lieu régulièrement. À côté de ça, des grands lieux grands et beaux, et dans le centre de Paris, il n'y en a pas 500 non plus. Donc en gros, je tourne avec une poignée de lieux. Mais je tourne néanmoins parce que si je vous emmène tous les 2, 3 fois de suite au même endroit, à la 4e, vous allez me dire, Harold, ce serait peut-être sympa qu'on change de lieu. Donc raison pour laquelle je change de lieu à chaque fois. Voilà. D'accord, donc tu as travaillé toi en amont ton plan de table et bien sûr. En fait, il y a que la table d'honneur qui est placée. C'est-à-dire D'accord. que tout à l'heure on parlait des adhésions corporate qui représentent à peu près les 3/4 de la liste des sociétés membres. Pour les adhésions corporate classiques, entre guillemets, les emplacements sont libres. Donc en gros, comment se passe chacun des déjeuners? On ouvre les portes à 11h30, ce qui est très tôt pour un déjeuner d'affaires, mais les gens viennent avant tout réseauter plus que déjeuner. Les hôtesses vous remettent la liste des participants avec nom, prénom, fonction, société. Donc vous, tout de suite, ça vous permet de repérer les targets à approcher sur place. Cocktail debout pendant 1h30 de 11h30 à 13h. À 13h, on passe à table. Les partenaires à la table d'honneur avec les anciens premiers ministres, les sénateurs, les députés, les ambassadeurs et les personnalités, etc. Les Dassault, etc. évidemment à la table d'honneur. Tous les autres en placement libre autour de la table d'honneur. Et ensuite, à 14h, café une nouvelle fois debout pour que tous les participants et les invités puissent continuer d'échanger jusqu'à 15h, 15h30. Donc en gros, 1h30 de réseautage avant le déjeuner, 1h pendant le déjeuner et 1h30 après le déjeuner. Donc vraiment, tout est fait pour optimiser les rencontres, les relations, etc. Pourquoi ? Parce que très clairement, plus vous voyez les gens, plus vous les revoyez, plus il y aura de liens et de synergie entre les membres. Et c'est comme ça que plus vous voyez les gens, plus vous ferez de business. C'est très simple. Tu nous as dit tout à l'heure avoir été en Chine. Où as-tu été et est-ce que tu as eu en fait des difficultés à t'adapter à la culture locale et autres? Alors, quand je disais que j'avais jamais vécu en Chine avant 2012, je n'y ai jamais habité, mais j'y ai déjà été. Là, depuis 2012, j'y vais à peu près 2 fois par an, sauf depuis le début de la crise sanitaire. Évidemment, j'y ai pas été, mais en moyenne, je vais en Chine à peu près 2 fois par an, principalement sur Beijing, Shanghai et Hong Kong, parce que c'est là où j'ai la plupart de mes interlocuteurs. Très à l'est. Ouais. Et bon, après c'est très grand. Après il y a plein de villes à visiter, etc. Mais enfin moi en général quand j'y vais c'est quand même plus pour le boulot. Et ensuite en général le principal frein c'est souvent la barrière de la langue. Donc moi j'ai la chance souvent dans les endroits où je vais il y a souvent des interprètes ou des traducteurs, etc. Ce qui permet de gommer un peu cette barrière linguistique. Mais le problème, c'est que j'ai pas toujours un traducteur à côté de moi. Mais voilà, mais après, c'est rigolo, c'est l'aventure. Et la barrière culturelle, ça va ou tu t'es... Oh bah maintenant, ça va, oui. Au bout de 10 ans, oui, ça commence à aller quand même. Mais
objectivement, à chaque fois que j'y vais, bon là j'espère pouvoir y retourner. Avant 2022, ça va être un peu compliqué, mais à chaque fois que j'y vais, je suis fasciné par l'évolution, par la vitesse, par leur business, etc. Enfin, moi je rencontre beaucoup d'entrepreneurs chinois. Ils sont bluffants parce que c'est pas un business qui monte simultanément, c'est plusieurs. C'est-à-dire que et quand ils recrutent, c'est pas une ou deux personnes, c'est 10 ou 20. Enfin, tout est les échelles en fait. Les échelles sont pas les mêmes que les nôtres. D'accord. Mais attention, ils bossent, très sincèrement. Et ça, j'insiste parce que c'est vrai que moi, quand je leur dis qu'en France, on a 35 heures, franchement, ils ont mal pour nous, quoi. Comment voulez-vous être compétitif en travaillant 35 heures par semaine avec 5 semaines de congés payés, 4 semaines de RTT, 15 jours de vacances scolaires à la Toussaint, à Noël, en février, à Pâques, 11 jours fériés par an, des ponts et des viaducs pendant tout le mois de mai. C'est un carnage. Eux, ils ont le nouvel an, mais bon. Ouais, non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on a un pays. Semaine, c'est ça, hein, on a un pays extraordinaire, mais dommage que je trouve qu'avec le temps, je trouve que les Français ont toujours envie de gagner de l'argent, ça c'est sûr, mais ils ont moins envie de travailler. On va revenir sur les problématiques de la crise sanitaire, parce que forcément ça a eu des impacts sur ton activité et de manière générale sur le monde entier. On voit, je disais encore ce matin, des graves soucis de pénurie sur pas mal de choses, justement, notamment sur les métaux rares et la fabrication de composants électroniques et autres. Ce qui va provoquer une hausse des prix. Forcément. Je voulais juste revenir sur les déjeuners. On parlait de protocole et des invités. On parlait notamment du PDG de Huawei. On sait que ton prochain invité, c'est le PDG de Pernod Ricard. Oui, les deux en fait, mais pas en même temps. Les deux, mais pas en même temps. Le 24 septembre, Alexandre Ricard, PDG de Pernod Ricard, et le 8 novembre, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Du coup, comment choisis-tu tes invités ? Alors là, très sincèrement, il n'y a pas de règle. C'est un peu en fonction de l'actualité, un peu. Passe un coup de téléphone. Voilà, ce sont eux qui te choisissent en fait, c'est ça ? Non, c'est moi qui leur propose. Mais moi, mon objectif déjà avant tout, c'est d'avoir des invités d'honneur qui sont charismatiques. Donc je ne le propose pas à tout le monde et voilà, mais c'est vrai que ça se fait un peu en fonction de l'actualité. Huawei, il y avait toute la légitimité à l'avoir en invité d'honneur au mois de juin. Ensuite, au mois de juillet, j'ai reçu le professeur Raoult. Alors, je sais que c'était, entre guillemets, un petit peu risqué, mais pareil, on était dans l'actualité sanitaire. Et au final, le buzz a été bon, d'ailleurs, parce que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais pendant le déjeuner de Chinese Business Club, le professeur Raoult a invité de façon officielle tous les soignants à se faire vacciner. Ce qui était évidemment une très bonne nouvelle, parce que cette news a été reprise par l'AFP, parce que j'ai des journalistes de l'AFP qui sont présents sur les événements, et cette dépêche de l'AFP a été reprise par une quinzaine de médias nationaux. Donc c'est vrai que ça a été entre guillemets un buzz positif pour le Chinese Business Club. C'était risqué, comme c'était pas gagné d'avance en tout cas. Voilà. Sujet polémique un peu. Mais... Là, Pernod Ricard vient de sortir d'excellents résultats, notamment grâce à la Chine. Donc, je pense que le timing est bon pour recevoir Alexandre Ricard. Nicolas Sarkozy en invité d'honneur qui revient au club parce qu'il est déjà venu au club et il connaît bien le club. Avec les élections présidentielles qui arrivent bientôt, je pense que le timing est bon. Etc. Donc vous voyez, oui, après ça se fait un peu en fonction de l'actualité. En tout cas, c'est moi qui leur propose et libre à eux d'accepter l'invitation ou pas. Très sincèrement, en général, ils acceptent. Donc et quand ils déclinent, c'est à cause de problèmes de conflit d'agenda.
Tu disais que donc Nicolas Sarkozy était déjà venu. Il me semble que c'était dans le cadre des déjeuners féminins, enfin de ton déjeuner annuel. Alors non, Nicolas Sarkozy est déjà venu en invité d'honneur. D'accord. Et toi tu fais référence au déjeuner spécial femmes qui a lieu tous les ans. La première édition c'était en 2016 avec Sophie Marceau. Sophie Marceau, tout à fait. Ensuite on a reçu Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Carla Bruni, Sarkozy, et le 8 mars 2020 c'était Monica Bellucci. Est-ce que tu... Donc j'ai déjà reçu Nicolas Sarkozy et déjà reçu Carla Bruni, ouais, mais séparément. D'accord. Et est-ce que tu trouves que c'était, alors au-delà du fait que c'était important de mettre en valeur toutes ces femmes qui sont là pour le coup plutôt artistes que capitaine d'industrie ou les deux, chefs d'entreprise. Les deux. En fait, à l'origine, pourquoi j'avais créé cette édition spéciale femmes, c'est parce que beaucoup de Françaises m'avaient reproché qu'il n'y avait pas assez de femmes au club. Et c'est vrai que côté chinois, la parité homme-femme côté chinois est moins bien respectée que côté français. Et donc, bah non, mais l'idée c'était d'y remédier d'une façon ou une autre. Et je me suis dit, bah tiens, on va faire une édition spéciale femmes avec des invités d'honneur, enfin invités EES, des femmes glamour, qui réussissent dans les affaires, qui soient sportives, etc. Et donc, c'est vrai que tous les ans, cette édition cartonne, très sincèrement, c'est hyper sympa. Et donc, bah, c'est vrai que c'est vraiment une édition qui est plus festive que les autres, où il y a beaucoup de comédiennes, de chanteuses, d'influenceuses, etc. Moi, je suis pas mécontent parce que ça fait un gros coup de projecteur sur le Chinese Business Club, parce que des médias féminins et la presse people sont présentes sur ces déjeuners du mois de mars tous les ans. Et donc, voilà, ça permet de faire rayonner la marque Chinese Business Club auprès des femmes et du grand public. Et c'est vrai que franchement, cette édition est top, elle est très festive. C'est vraiment l'édition festive annuelle du club. D'accord. Voilà, j'espère qu'on pourra la faire au mois de mars 2022. Évidemment, c'est encore trop tôt pour le dire, mais évidemment que j'aimerais réitérer l'événement. Du coup, tu gardes des liens avec tes invités Bien sûr, toute l'année tous, oui, bien sûr. Ouais. Durant la période de la crise sanitaire, comment as-tu réussi à conserver les liens justement? Alors, bah, là, pendant l'actualité sanitaire, il s'est rien passé pendant plus d'un an. Donc déjà, pour que mes membres ne soient pas impactés financièrement, toutes les adhésions ont automatiquement été prolongées d'un an. Donc au moins, les membres ne sont pas impactés par l'actualité. Et puis ensuite... au début, on avait hésité à faire quelques zooms, etc. Et quand j'ai sondé les membres, ils m'ont dit que très sincèrement, ils en avaient soupé. Ouais, on a tous mangé beaucoup. Donc j'ai un peu oublié je pensais que c'était une bonne idée. En fait, ça l'était pas. Et donc j'ai échangé, etc. avec quasiment tous les membres pendant la crise sanitaire, mais il y avait pas d'événement. Vous savez, moi, le Chinese Business Club, c'est un mélange d'événementiel et de restauration. Donc, j'étais le premier impacté par l'actualité. Est-ce que tu as mis en place une newsletter? Est-ce que tu... Alors, une newsletter automatique, non, mais après, on échangeait régulièrement avec les membres par mail, mais c'était pas à proprement parler, c'était pas une newsletter, non. Et, du coup, toi, est-ce que l'impact néfaste qu'a eu cette crise et cette distanciation physique, sociale, réelle des membres, est-ce qu'au contraire il y a eu un versant positif où ça t'a permis toi finalement de créer de nouveaux liens ou de... Bon, de toute façon, voilà, malheureusement, on est obligé de s'adapter à l'actualité, donc on n'avait pas trop le choix. Il faut voir le côté positif des choses. Moi, ça m'a permis de faire plein de choses que j'avais jamais eu le temps de faire jusqu'à maintenant. Ça m'a permis de faire pas mal d'administratifs, ça m'a permis de pas mal travailler sur LinkedIn, ça m'a permis d'être en contact avec pas mal de prospects qui ne connaissaient pas le Chinese Business Club et qui depuis sont devenus membres, etc. Donc oui, tu as créé des liens. Ah oui, bien sûr. Bah attendez, je me suis pas tourné les pouces. Non, mais effectivement, il y a eu de la destruction, mais il y a eu... Ouais, bah voilà. Il faut voir le côté positif. Effectivement, c'était pas drôle, mais bon, voilà, on s'adapte.
Sur un côté... Pardon. Non, mais justement... Sur un côté plus personnel, tu organises des déjeuners. Oui. Et donc... Tu viens de le dire, c'est effectivement de la nourriture et de l'événementiel. Donc, de la gastronomie surtout. Et est-ce que tu as une cuisine, un style de nourriture préféré? Alors, à titre perso ou pour les événements du club ou les deux? Il y a plusieurs questions. Réponds déjà celle-ci. Alors déjà, concernant les événements du club, les déjeuners d'affaires, c'est systématiquement de la gastronomie française. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Moi, ce que je souhaite, c'est mettre en avant le savoir-faire français, mettre en avant la gastronomie française. Il y a, en ce moment, il y a un peu moins de Chinois avec l'actualité, mais en général, il y a quand même pas mal de Chinois présents, des fonds d'investissement chinois, des banques chinoises, des diplomates chinois, des gens de l'ambassade de Chine et du consulat, les général managers des grosses marques chinoises qui sont présentes en France, qui sont présents au déjeuner. Donc moi, l'objectif, c'est de faire rayonner la France et de faire rayonner la gastronomie française, avec des chefs français qui préparent les déjeuners. Comment les choisis-tu ? C'est pas moi qui l'ai choisi. En fait, dans tous les grands hôtels parisiens, il y a un chef français. Donc, c'est de la table. C'est le chef de l'hôtel qui. C'est fourni avec le package, en fait, dont tu nous parlais tout à l'heure. Et puis pour moi, c'est génial. C'est all inclusive, donc c'est parfait. Donc ça, ce sont pour les déjeuners officiels du Chinese Business Club. Moi, à titre perso, évidemment, j'adore la gastronomie française, j'adore la gastronomie chinoise. Et j'adore la gastronomie japonaise. Et j'aime bien la bouffe tout court, en fait. Donc, c'est un peu un problème, mais bon. Après, j'essaye de faire gaffe, mais... On sait que la gastronomie chinoise peut être un peu particulière, et notamment certains aliments. Quel est le plat le plus étrange qui t'a été donné à consommer lors d'un de tes voyages en Chine, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de manger des insectes et tout. C'est vrai que c'est... Le problème, c'est que nous, on n'a pas l'habitude. Pour eux, c'est simple, mais il paraît que c'est hyper bon pour la santé, c'est plein de protéines. Là, de toute façon, et je suis tous, hein. Et je suis convaincu que dans 10 ans, alors aujourd'hui, ça nous paraît complètement incroyable, mais on est d'accord que dans 10 ans, on mangera tous des insectes. Voilà, aujourd'hui... On a d'ailleurs des licornes... bien sûr. Des licornes françaises, des startups qui sont valorisées plus d'1 milliard, d'où la terminologie licorne, dont insectes. Avec un Y. Avec un Y, ouais, j'ai vu ça. Qui développent des fermes, des fermes en région. Alors pour l'instant, je crois que c'est uniquement pour les animaux. Pour l'instant, oui, parce qu'ils travaillent tous sur du lobbying au niveau de la législation, parce que tout le monde, déjà les grands de l'agroalimentaire, évidemment, freinent des cas de fer, parce que. Alors les insectes typiquement, ça, quand on connaît pas, évidemment, ça surprend. Il y a des choses qui t'ont dégoûté ou. Les trucs de serpents, de machin et tout, moi c'est pas trop mon truc, mais bon, voilà, après l'expérience est hyper sympa, franchement, c'est rigolo, voilà, franchement, je garde des bons souvenirs de tout ça. Ça a quel goût? Ça ressemble à quoi, le serpent? Je sais pas, j'ai pas essayé là. Alors les insectes que tu as goûtés, c'est ça. En fait, ça a pas beaucoup de goût, mais après, le problème, si vous voulez, c'est que c'est surtout l'impact. C'est exactement ça, ouais. C'est surtout l'impact psychologique, c'est de se dire qu'on mange des petites bestioles et tout. Mais après, très sincèrement, non, puis même à Paris, il y a des restos chinois qui sont excellents. Il y en a un paquet. Donc, les auditeurs DSR. Une ou deux adresses favorites? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a un, alors il n'est pas uniquement chinois, il y a un resto asiatique, c'est, j'étais récemment là encore, c'est Lily Wang, je crois que c'est limite 7e, 15e avenue Duquesne, je crois. D'accord. Super resto. Pas donné, mais très bon. L-Y-L-I ou comme dans le... On regardera. Je crois que c'est ali.wang. On mettra l'adresse. Très bon resto. Du lien. Du coup, ça nous amène, tu parlais du Japon et de manière générale la bouffe. Est-ce que ce sont des raisons de voyage De quoi, la gastronomie? Ouais, est-ce que t'es parti en voyage parce que t'avais découvert une cuisine ou au contraire, t'es parti en voyage et t'as découvert une gastronomie? Ouais, en général, c'est plutôt comme ça que ça se fait. C'est en voyage et sur place, on découvre une nouvelle gastronomie. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Je pars pas pour aller découvrir une nouvelle gastronomie, mais en général, quand on voyage, c'est pour découvrir tout, les différences culturelles, la gastronomie. Avoir goûté ici,
te dire. Ouais, bien sûr. Non, ouais, à chaque fois, moi, j'aime bien découvrir des nouveaux lieux, des nouvelles cuisines, etc. Bien sûr. Ouais. Donc tu pars pas qu'en Asie. Enfin, Ah non, j'ai la chance de voyager beaucoup. Ouais. Où ça? J'ai eu la chance d'aller cet été, en Polynésie française, j'ai eu la chance d'aller en Afrique du Sud. Et là, cet été, j'étais à Dubaï, où il faisait très beau et très chaud. Bon, il n'y a pas de cuisine particulière à Dubaï, hein, c'est très international, comme destination. Tu as des amis? J'ai pas mal de copains expatriés, que ce soit à Dubaï ou en Chine d'ailleurs, j'ai pas mal de copains expatriés sur place et donc c'est évidemment l'occasion de les voir quand j'y vais. Des copains de promo ou de croiser au fur et à mesure, au cours de la vie, hein, voilà. Mais non, mais c'est sympa d'en profiter pour voir les gens à l'étranger et puis de voir leur mode de vie sur place, etc. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, voilà. On parlait de gastronomie tout à l'heure. Typiquement, mes copains qui sont expatriés en Chine ou à Dubaï, etc. À chaque fois, c'est le camembert, ça nous manque, quoi. Non, mais c'est un clin d'œil, mais bon, c'est vrai que voilà. Non, c'est vrai. Il y a plein de trucs de la gastronomie française qu'on retrouve pas à l'étranger ou sinon de qualité pas incroyable, quoi. On parlait d'été, tu en as profité pour te reposer un petit peu. Est-ce que tu as lu un livre qui t'a particulièrement plu? Non. Alors là, oups. Non, je lis quotidiennement la presse. Ouais. Je suis beaucoup les news françaises et internationales, mais j'ai pas lu cet été. Là. Désolé. Quelle presse quel presse journal Écho. en particulier? Les Échos, Le Figaro, Challenge. D'accord. Challenge qui est membre du club depuis quelques années. Si tu organises des déjeuners, donc si tu devais organiser un déjeuner avec 6 personnes vivantes ou mortes, quelles seraient-elles? Oula. Un déjeuner de rêve. J'avais pas prévu ça, cette question. Vraiment les 6 personnes. Des Français, des Chinois ou d'autres? Un déjeuner d'affaires? Non. Un déjeuner idéal. Oui, avec. Des gens que tu aurais envie avec qui te déjeuner un jour, de manière. Voilà. S'ils sont morts, malheureusement. Non, mais bon, je veux dire, vraiment, si tu veux, ça pourrait être, je sais pas, moi, Marilyn Monroe, oui, ça pourrait être Jackie Kennedy. Si tu avais un choix de... Après, ça dépend. Est-ce que c'est des targets politiques? Est-ce que ce sont des targets chefs d'entreprise? Est-ce que ce sont des people, etc. Objectivement, il y en a beaucoup plus que 6, mais... Il y a aucun objectif au niveau affectif, en fait, vient du cœur, si tu veux. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, par exemple, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, etc., que j'ai même reçu dans mon club. Après, évidemment, je serais ravi de déjeuner ou de dîner avec eux en tout petit comité, parce que moi, quand je les ai reçus, il y avait quand même 200 personnes. Donc, c'était évidemment un honneur pour moi de les recevoir et de continuer à les recevoir dans le futur. Mais c'est pas comme si on était 4 ou 6 à table, vous voyez. Donc, et puis surtout, je pense qu'on pourrait parler beaucoup plus librement parce que moi, sur chacun des événements du club, la presse française et la presse chinoise est présente. Il y a beaucoup de médias, il y a l'AFP, il y a BFM, il y a Challenge, etc. Donc voilà, je pense que tout ce qu'on se dit reste globalement politiquement correct. Et donc, ce serait évidemment un honneur et un privilège de pouvoir échanger avec des gens comme ça dans un cadre discret et privé. Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, après t'avoir traité de fou. Non, on m'a pas traité de fou. C'était il y a bientôt 10 ans. On m'a pas traité de fou. On m'a juste dit t'as aucune chance. Donc c'était pas fou. Ce qui est horrible, c'est que j'y croyais, moi. C'est ça le truc. C'est heureusement. Ouais, bien sûr, mais ouais. On le voit bien et puisque ta persistance, ta persévérance a fini par payer. Mais du coup, comment est-ce qu'il y a eu un mea culpa familial et amical? Est-ce que Franchement, je vais vous dire, ça fait bizarre de passer d'un extrême à l'autre parce que il y a 10 ans, quand j'ai créé ce club, comme je vous disais tout à l'heure, personne n'y croyait. Les moyens financiers étaient au ras des pâquerettes.
Aujourd'hui, 10 ans après, le club marche très bien. C'est le premier réseau franco-chinois. Il y a plus d'une centaine de sociétés membres. Il y a un très fort taux de fidélité. Il n'y a que des personnalités, des invités d'honneur présentes à chacun des déjeuners. La presse est présente. Donc désormais, tu fais la fierté de ta famille et de tes amis. Ouais, franchement, moi, je vous cache pas que je suis content parce que ça fait bizarre passer d'un extrême à l'autre en moins de 10 ans. Après, voilà, moi, mes parents sont évidemment très fiers et moi, de voir qu'ils sont fiers de moi, ça fait plaisir, quoi. Donc, voilà. Mais franchement, ouais, c'est une super aventure. Et de toute façon, je veux vous dire très sincèrement, quand on aime un truc, on le fait bien. Et moi, j'ai toujours beaucoup travaillé et je suis convaincu du fait que quand on travaille, ça finit par tomber. Il n'y a pas de secret. Sincèrement, si vous êtes passionné par ce que vous faites, c'est impossible que ça ne marche pas. Du travail et un tout petit peu de chance. Alors, y a-t-il un mot ou une phrase qui a changé ta façon de voir la vie ? Oui. Lequel ou laquelle ? Une phrase. Alors, je ne sais plus de quelle est par contre. Mais cette phrase, c'est « Quoi qu'il arrive, un jour, ça sera du passé. » Et pourquoi ? Est-ce que parce que je trouve que c'est je sais pas de qui elle est cette phrase, mais je trouve je trouve que c'est une belle phrase et qui, en cas de coup dur, permet de relativiser les choses. Quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, c'est du passé. Et donc, en cas de coup dur, ça permet de se dire que voilà, là, c'est un coup dur à passer. Prendre une distance émotionnelle, peut-être. Oui. Ouais. Mais j'adore cette phrase. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Et je trouve que ça permet de, voilà, en cas de difficultés, etc., ça permet de relativiser les choses. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on ne t'a pas posée ? Là, on me prend un peu au dépourvu, là. Non, je sais pas. Que vous aurez, je sais, là, on a fait un bon tour de toutes les questions, là, quand même. Absolument. Mais. Es-tu heureux ? Est-ce que je suis heureux ? Je suis hyper heureux, moi. Non, réellement. Je croque la vie à pleines dents. Tous les matins, je me dis que, franchement, je suis bien content d'avoir créé le Child Business Club parce que, je vais être transparent avec vous, ça a changé ma vie. Ça, on imagine. Non, mais vraiment, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que ma vie il y a 10 ans, c'était pas du tout ça. Cécilia Depardieu, ma cousine, a créé une marque qui s'appelle Ces Petits Liens, qui est partenaire du podcast. Et elle offre à nos invités un petit bracelet. Donc, vous trouvez l'idée intéressante de symboliser, en fait. Ah, sympa. Le nom, vachement bien. Un bracelet pour homme ou femme ? Eh bien, écoute, c'était un bracelet, on va plutôt dire... mixte. Plutôt pour femmes. Plutôt pour femmes, Bon, oui. il va falloir que je l'offre, alors. Absolument. Avec plaisir, merci beaucoup. Comment s'appelle sa marque ? Merci à elle. Ces Petits Liens. Ces Petits Liens. Et donc, elle l'a créé quand, ça ? Oh, il y a plusieurs années. D'accord. Vous pourrez trouver les coordonnées en lien, justement, merci beaucoup. dans la description du Avec plaisir. podcast. Ça va faire une heureuse. Merci d'être venu. Oui, on te remercie d'être venu. On remercie également toute l'équipe de Brief, et également donc Thibaut Vacrenier, Denis Allard, Arthur, Maëlys et Sarah. Et également Michael Winter pour l'habillage sonore du podcast. Merci à tous les deux. Et puis, écoutez, à très bientôt avec grand plaisir. Et Merci. longue vie au Business Chain. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Vous avez écouté Les Petits Liens. Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.